Avec vous, on s'est d'abord interrogé sur la pertinence de la prévision, de faire encore une prévision sur le marché publicitaire en cette période de pandémie. Parce qu'on a vu c'est vrai que l'année dernière, on annonçait plus 8, plus 9, plus 10, et puis finalement, c'est beaucoup plus cette année. Donc, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire une prévision ? Bon, tu as raison, enfin vous avez raison, mon cher Emmanuel, de le dire. C'est vrai que la pandémie, les crises qu'on a vécues tendent à faire penser qu'il est devenu carrément illusoire de faire des prévisions. Moi, je crois qu'au contraire, faire des prévisions, ça a au moins deux vertus. La première vertu, c'est que, selon un vieil adage, gouverner, c'est prévoir. Et effectivement, nous, en tant qu'agence, et notamment agence média, on se doit absolument d'aider nos clients à prévoir, anticiper le monde dans lequel ils vont vivre pendant l'année suivante. C'est vrai que nos concurrents, enfin nos concurrents et nos clients ont eux-mêmes des concurrents. Et donc, ils doivent s'ajuster en permanence à la réalité d'un marché. Et si vous ne prévoyez pas ce qu'il risque de se produire l'année d'après, bien vous êtes très très vite extrêmement dépourvu. Donc ça, c'est la première raison. C'est un devoir absolu des agences médias de tenter de prévoir, d'anticiper pour aider nos clients dans leur business, évidemment, à prévoir. Puis la deuxième raison, Emmanuel, il y en a une deuxième. Une deuxième dimension à la prévision. La deuxième dimension est plus psychologique, mais je la trouve amusante. C'est la prévision, c'est une dimension toujours performative. C'est-à-dire que le fait de prévoir quelque chose aide souvent à l'accomplir. Bon, c'est un classique, notamment des politiques, vous le savez, mais c'est vrai que si vous prévoyez une croissance à 2 chiffres, eh bien, vous allez entraîner tout le monde dans une logique un peu d'inflation. Et donc, il y a aussi une logique un peu de méthode Coué, si je puis dire, et donc de se dire, finalement, si je fais une prévision qui est optimiste, je vais aller vers l'optimisme, et donc je vais aussi aider à sortir de la crise. Donc je pense que c'est une deuxième très bonne raison de continuer de faire des prévisions. Mais alors, si on prend un exemple qui a été cité tout à l'heure, qui est celui de la fusion entre TF1 et M6, quel impact ça aura sur le marché, mais quel impact aura la prévision que l'on fera aussi ? Alors, déjà sur l'impact, c'est une bonne question. Bon, il est évident que cette fusion est en marche, si je puis dire. Elle va bouleverser quand même l'écosystème parce que, alors elle se comprend parfaitement. Je crois que d'un point de vue, surtout de l'aspect production, c'est parfaitement légitime. On a beaucoup parlé de Netflix tout à l'heure, des géants du numérique. Il est clair qu'avoir un acteur puissant, notamment dans les logiques de droit et de production, fait complètement du sens. On est revenu en plus dans une logique de souveraineté nationale, donc c'est vrai que cet acteur un peu souhaité par tout le monde fait complètement du sens. Donc là-dessus, je ne veux pas le remettre en cause, c'est une réalité tangible. Mais c'est vrai que quand on prend l'autre côté, la face cachée de la Lune, si je puis dire, à savoir le système qui finance tout ça, donc la pub, là, la vision est un petit peu différente, parce qu'effectivement, de fait, on rentre dans une logique de pseudo-monopole. Très clairement, alors vous allez me dire, oui, c'est 70%, peut-être, enfin les 2 tiers, je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, moi, ce que je vois, moi, en tant qu'expert média, on va dire, c'est que si vous êtes une marque avec un produit grand public, si vous ne pouvez pas vous passer de TF1 et de M6 en même temps. C'est juste impossible, même en termes de média planning. Et donc, de fait, vous créez une forme de monopole. Donc là, ce qui compte, ça va être effectivement de faire de cette fusion une opportunité pour les marques. Et c'est là où c'est plus touchy. Mais en tout cas, c'est le défi auquel je crois qu'on doit tous collectivement répondre pour éviter un phénomène d'inflation qui est la conséquence, on va dire, logique la plus probable de ce type de fusion. Et donc, si on veut l'éviter, il faut effectivement avoir un organisme de régulation, je crois qu'Olivier Mestre l'a dit un peu tout à l'heure, qui permettent d'avoir des garde-fous pour éviter justement une hyperinflation qui, évidemment, ne serait pas souhaitable pour les annonceurs. Mais tu as dit en faire une opportunité, mais à quoi pensez-vous ? J'aime bien le « tu as dit, à quoi pensez-vous » parce que c'est ensemble sur le marché des agences médias. Tout à fait. En fait, je pense qu'il faut être très créatif là-dessus et il faut ne pas avoir peur justement de changer parfois un peu les règles du jeu. Typiquement, sur cette question-là, je pense que les annonceurs ont droit et ont besoin d'avoir de la transparence. Et typiquement, moi je pense qu'il faut se poser la question de savoir si l'espace en télévision, par exemple, ne doit pas être acheté aujourd'hui très différemment. Moi, je serais, pourquoi pas, pour étudier un système d'enchères. Exactement. Faut pas oublier que les GAFA, finalement, on tire dessus à boulet rouge, mais la réalité, c'est que ils ont quand même réussi. On va dire ça comme ça, mais c'est la grosse réussite du XXIe siècle, pour l'instant, ce sont les GAFA. Et ils ont résisté à leur position de monopole parce que, justement, ils ont offert au marché un système, on va dire, pseudo-transparent,
qui est un système d'enchères qui fait que c'est une forme de yield management, hein, comme on dit dans l'industrie, qui a un mérite, c'est qu'effectivement, il ne crée pas de distorsion de concurrence, dès lors qu'il a un minimum régulé. Et donc, moi, je pense que c'est un système qui doit absolument s'étudier pour les autres médias, et notamment pour la télévision, si elle en vient un système de monopole. Donc, il faut vraiment, on va dire, aller de l'avant, casser les codes et inventer quelque chose de nouveau. Ça, c'est futuriste. Mais alors justement, si on revient aux prévisions, est-ce que la façon de les faire a changé ? Oui, enfin, c'est vrai que la période qu'on vient de passer démontre, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'effectivement, voilà, il faut se réinventer en tout cas. Donc moi, je vois 3 possibilités sur les prévisions. Il y a la méthode ancestrale dite de Nostradamus, qui consiste à faire de l'incantation. Bon, ça reste quand même très, très... on voit... pas seulement dans les médias, mais dans beaucoup d'endroits que cette méthode est toujours très en vogue. Il y a une deuxième méthode plus rationnelle, qui justement, ce sont les modèles mathématiques, et moi qui suis en plus à l'origine ingénieur statisticien, cher à mon cœur, avec tous les modèles de prévision, maintenant l'intelligence artificielle, mais on sait que la limite de ces modèles, c'est justement les crises, c'est-à-dire l'imprévu, le grain de sable, le virus, par exemple, encore plus petit que le grain de sable. Pour le coup, on sait que cette deuxième méthode est mise à mal. Et donc moi, je suggère une troisième méthode que j'aime beaucoup, qui est tout simplement la science-fiction. Mais je sais que ça peut paraître loufoque, mais l'intuition humaine et l'imagination ont, dans l'histoire, été très souvent bien supérieures à la science elle-même. Souvenons-nous quand même de Jules Verne, voilà, d'une certaine mesure de Léonard de Vinci, ou plus proche de nous de Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est un génie absolu, qui effectivement a écrit des bouquins de science-fiction extraordinaires et qui a inventé notamment les trois lois de la robotique dans les années 50 et qui aujourd'hui sont implémentées dans les intelligences artificielles que l'on est en train de développer maintenant. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant et j'aime beaucoup l'idée de se dire, plutôt que d'avoir des modèles qui prévoient de façon plus ou moins certaine un avenir, et bien d'avoir cette logique où on fait appel à l'imagination humaine pour justement tracer des scénarios. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients, réellement, c'est qu'on invente des scénarios de différentes factures, et puis on essaie de se projeter pour voir comment le business de nos clients va pouvoir évoluer dans ces scénarios, et comment ils vont pouvoir utiliser les médias, en réalité, pour justement survivre, ou se développer, ou justement pouvoir aussi transformer leur modèle en fonction de ces différents scénarios. Et ça, je pense que c'est probablement des méthodes beaucoup plus... modernes, curieusement, et qui font appel justement à la fois de la data, parce que tout ça ne se fait pas non plus comme ça from scratch, mais qui font aussi beaucoup appel à la créativité, à l'imagination, et finalement à la part humaine qui nous anime. Et un peu à la science-fiction ? T'as eu... Non ? Alors la science-fiction... Un peu, oui, tu as dit, je crois en la science-fiction. Donc comment tu utiliserais la science-fiction sur le marché de la com ? Ce qui pourrait être amusant, par exemple, c'est que à côté de Bearing Point, pour qui j'ai tout le respect, ce serait peut-être sympa de prendre 3 écrivains de science-fiction et on leur fait écrire chacun une nouvelle sur le monde dans 10 ans. Rien qu'avec ça déjà, et en leur expliquant nos propres problématiques, on laisse infuser, on les fait travailler et on voit ce qui se passe. Et je pense qu'avec ça, ça peut être assez intéressant de justement voir comment ils imaginent le monde de demain, et à nous après, spécialistes, experts ou je ne sais, d'inventer notre monde qui ira avec le monde fantasmé. Oublions pas quand même tout ce qui est aujourd'hui, c'est très moderne ce que je vous dis, Orwell, etc. Enfin, tout le monde en parle aujourd'hui, donc c'est quand même une vraie réalité. Orwell aussi, grand inventeur et visionnaire de la télévision d'un côté et de régimes plus ou moins sympathiques de l'autre. Et si on revient sur Terre en 2021-2022, quelle est la prévision de Dentsu pour le marché publicitaire ? Ou quels sont les scénarios ? Tout à fait, 5,7%. Non, non, mais ça, effectivement, c'est le modèle mathématique. Donc, nous, on a fait effectivement un centre de prévision, comme nos collègues. En gros, comme tu l'as dit, c'est difficile. Donc, nous, notre prévision, c'est de dire que le marché, globalement, en 2022, devrait se situer entre 5 et 7%. En tout cas, c'est le chiffre que l'on a aujourd'hui. Pourquoi ce chiffre ? Parce que d'une part, on va avoir une croissance estimée qui va se balader entre 3 et 4%, peut-être l'an prochain. En tout cas, c'est à peu près ce qui se dit au niveau du gouvernement. On a quand même un phénomène qui est toujours compliqué, c'est que les élections, on sait que c'est toujours une période un peu complexe pour la pub, donc on pense qu'il y aura un petit tassement, mais en même temps, on a une économie qui est dynamique, on a plus d'acteurs qui aujourd'hui communiquent et qui font de la pub qu'il y a 2-3 ans, ça c'est un phénomène assez amusant, en nombre de marques qui communiquent,
Donc, il y a un phénomène d'accélération, et puis il y a un gros phénomène de rattrapage, d'opportunité et de volonté d'aller se projeter positivement. Donc, nous, notre prévision, c'est 5 à 7%. Mais je pense que plus intéressant que ça, c'est de voir ensuite la dynamique des fluides entre les différents acteurs. Évidemment, on a des acteurs qui vont être au-dessus du panier. Le digital, en première instance, c'est une évidence, qui lui, de toute façon, n'a jamais vraiment... Il a ralenti, mais il n'a jamais régressé, donc ça va évidemment continuer. La télévision, puisqu'on voit que la télévision continue d'attirer de plus en plus d'acteurs, d'ailleurs. Je tiens à préciser, d'ailleurs, un point que Pierre Louette a souligné tout à l'heure, qui me paraît fondamental, c'est que sur la télévision, on a un peu les courbes de la mort, parce que toute cette histoire d'inflation dont je parle sur TF1 M6 a en fait démarré avant TF1 M6 et existerait sans TF1 M6. En télévision, vous avez un phénomène où vous avez une audience qui a tendance à baisser, surtout en ce moment après confinement, et donc vous avez une courbe qui décroît sur l'audience et notamment sur les populations les plus jeunes, et dans le même temps, une demande des annonceurs qui augmente dans un système fermé. Et donc ça, mécaniquement, conduit logiquement à de l'inflation, sauf effectivement à réfléchir sur une régulation différente. Et là, je crois qu'il faut quand même se poser les bonnes questions, et ce sera l'occasion, justement, TF1 M6, de se dire, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir un peu plus pour éviter d'avoir des tickets d'entrée qui deviennent totalement rédhibitoires pour un certain nombre de marques, et qui donc faussent un peu la concurrence. Donc ça, c'est vraiment une vraie question. Et puis, je ne vais pas être trop loin après, mais le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est le fameux équilibre entre GAFA et producteurs de contenu. Là aussi, Pierre a souligné un point très intéressant, en disant finalement, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire du Google et du Facebook que d'aller faire autre chose. Moi, je suis fier de dire que chez Dentsu, mais j'ai des concurrents dans la salle, je vais les inclure avec moi de façon sympathique. Quand on regarde les agences de l'UDECAM, par exemple, on est sur des taux qui sont beaucoup plus équilibrés entre les GAFA et les écosystèmes locaux. On est plus sur 50-50 versus un 80-20 du marché. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, les agences, je vais être un peu gras de poil comme souvent, contrairement aux annonceurs en direct, savent gérer la complexité. Et c'est vrai que les chiffres le démontrent de façon absolument claire. Une agence sait gérer un 50-50 quand le reste du marché est à 80-20. Donc c'est aussi quelque chose qui nous anime, parce que c'est efficace pour nos clients. On sait que gérer une complexité et avoir justement des contenus de valeur, l'importance du contexte, tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants, et que effectivement, c'est le service que l'on a pour nos clients, que l'on doit à nos clients, et qui fonctionne beaucoup mieux. Après, c'est sûr que Google, Facebook, c'est simple. C'est pour ça d'ailleurs, et je reboucle là-dessus, qu'un système d'enchères, par exemple, permettrait aussi de simplifier ce qui aujourd'hui est devenu une usine à gaz dans ce pays, on ne s'en rend pas souvent compte, mais le système notamment de facturation et avec la loi Sapin et tout ce que l'on connaît en France est une usine à gaz totalement inadaptée au XXIe siècle, là où justement les GAFA ont fait quelque chose de beaucoup plus straight, beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Donc à un moment donné, là aussi, il faut se poser les bonnes questions, des questions basiques de comment on opère nos métiers dans le futur. Je pense que c'est faire de la prévision, c'est aussi ça. C'est se projeter avec force et volonté dans un monde souhaité et pas un monde subi. Quelle conclusion? Peut-être une dernière question tout à l'heure, la proposition de Pierre Louette qui est de dire il faudrait que tous les annonceurs investissent ailleurs que Google et Facebook. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je le dis, moi je suis pour l'équilibre. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas non plus... c'est pas la politique du tout ou rien. C'est-à-dire que c'est une question d'équilibre tout ça. On ne peut pas dire que Google et Facebook ne servent à rien et sont totalement inefficaces. Ce serait complètement faux de dire ça. Et d'ailleurs, ce sont aussi d'excellents vecteurs de business. Donc je ne vais surtout pas aller dire à mes clients d'arrêter complètement Google et Facebook. En revanche, on l'a dit, les nouvelles écritures, les contenus, la pertinence du contexte sont des éléments absolument clés. Donc c'est l'équilibre entre les deux qui me paraît absolument fondamental. Et c'est là où effectivement on a ce devoir d'être à la fois très efficace dans l'instantanéité et en même temps de protéger nos marques sur l'importance de la valeur de la marque, de sa perception. Et ça, effectivement, moi je le rappelle toujours, Google et Facebook ne produisent aucun contenu. Je vous rappelle, c'est pas du tout leur ADN, c'est pas leur métier. Donc sans les producteurs de contenu, je dirais que quelque part ils ne sont rien, parce que pour partager, il faut partager quelque chose. Et le quelque chose, c'est justement les médias généralement. Et donc c'est ça qui est fondamental, de pouvoir préserver, nourrir et puis continuer d'encourager. Donc les marques ont tout intérêt à préserver cet équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui me paraît absolument clé. Merci Pierre. Merci Emmanuel. Bonne journée à vous.